Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente qui a pour thème les inégalités filles-garçons à l'école. Le webinaire est organisé par le secteur communication de la Ligue et comprend 4 sessions. La première avait pour objet le sexisme dans les contenus, les manuels scolaires et les programmes scolaires. La troisième séance aura pour objet la prévention des violences sexistes entre les élèves. Ce sera le 24 novembre prochain. Et la quatrième séance abordera les outils et ressources qui peuvent être utilisés par les personnes qui souhaitent intervenir sur ces questions de sexisme à l'école. Et ce sera notamment l'occasion pour nous de vous présenter le site web Égalité filles-garçons. Le secteur communication de la Ligue qui vous accueille aujourd'hui publie la revue Éduquer. C'est un mensuel qui paraît 8 fois par an et qui traite des questions d'éducation et d'enseignement. Chaque numéro comprend un dossier qui aborde des thèmes comme le racisme à l'école, l'éducation musicale, le mal-logement et aussi des aspects juridiques et politiques qui concernent les questions d'enseignement. La revue existe par abonnement sous format papier, mais vous pouvez également la retrouver en format PDF sur le site de la Ligue www.ligue-enseignement.be. La séance d'aujourd'hui aura pour thème « Mieux former les enseignantes et les enseignants ». Et pour ce faire, nous accueillons Marie-France Zico. Bonjour Marie-France. Marie-France est enseignante, elle est formatrice au CMEA, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et elle coordonne le groupe de travail Égalité des genres. Nous accueillons également Nadine Plateau. Bonjour Nadine. Bonjour Patrick. La est éteinte. Nadine, donc, qui est enseignante retraitée, présidente de la commission enseignement du Conseil des femmes francophones de Belgique et cofondatrice et je crois animatrice du réseau belge des études de genre qui s'appelle SOFIA. Je m'appelle pour ma part Patrick Lebroek, je suis le directeur de la Ligue et j'animerai pour vous cette séance dont je vous présente le déroulement dans un instant. Je vous signale aussi que derrière l'écran se trouvent Marie et Eric qui assurent la dimension technique de cette séance et qui font que tout fonctionne pour nous correctement pendant ce webinaire. Le déroulement de notre séance, comme d'habitude, nos deux invités vont présenter un exposé qui durera à chaque fois environ 15-20 minutes et ces exposés seront suivis d'un échange de questions et de réponses. Pour poser vos questions, je vous invite à utiliser le chat afin de poser vos questions par écrit et nous les reprendrons à la fin de notre séance. Merci également pendant la séance de bien couper vos caméras vidéo afin de ne pas alourdir la séance sur le plan technique. Je vous signale également que le webinaire est enregistré, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de retrouver la vidéo par la suite sur notre site Internet. Alors, notre thème d'aujourd'hui, mieux former les enseignantes et les enseignants, c'est à la fois une question pédagogique, c'est aussi bien sûr une question politique. Et nous allons essayer pour vous de croiser ces deux enjeux de la formation des enseignantes et des enseignants au travers des interventions de Marie-France Zico, qui partira du point de vue pédagogique. Je donnerai pour commencer la parole à Marie-France et dans un deuxième temps, Nadine Plateau prendra la parole pour aborder cette question de la formation des enseignantes et des enseignants avec un prisme ou un point de vue davantage politique et nous allons essayer de croiser ces deux dimensions. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire
et je donne la parole immédiatement à Marie-France. Merci beaucoup, Patrick. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. je vois que tu réagis. Merci beaucoup. Je vais, pour ma part, donc effectivement, m'atteler à vous présenter les enjeux pédagogiques. Pour ce faire, j'ai préparé un diaporama et je vais donc demander à Marie, qui est la personne qui va m'assister dans ce travail au niveau de la Ligue. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe technique et la Ligue de l'enseignement pour son invitation. Donc, une question pédagogique. Je vais donc rapidement me présenter. Marie, si tu veux bien. Ouais. Ah, le diaporama est reparti. Si tu veux bien passer à la suivante, Marie. Voilà. Donc moi, merci beaucoup. Tu peux enchaîner au moment où je parle. Donc moi, je travaille effectivement au CEMER, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, qui est un mouvement d'éducation militant. C'est important que vous sachiez d'où je parle, hein, de mon point de vue situé. Donc c'est un mouvement qui existe en Belgique depuis déjà quelques années, comme vous le voyez, qui repose sur des valeurs et des principes liés à ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, hein, qui doit vous parler peut-être. Et notre objet, au-delà de travailler sur l'éducation, c'est vraiment de travailler sur l'égalité et la solidarité dans l'éducation, dans la société en général, notamment à travers la formation initiale et continue des acteurs et actrices de l'éducation, formelle et non formelle, j'insiste, c'est important. Pour ma part, donc, je coordonne depuis 2004 un projet qui s'appelle Pour une éducation à l'égalité des genres, pour lequel on fait des formations. Genre et pratique enseignante, savoir de quoi on parle, je pense que c'est important aussi de se créer du langage commun. Alors rapidement, le genre, de quoi s'agit-il? Marie, si tu veux bien. Je te remercie. Moi, quand on me demande la définition du mot genre, ce que j'aime bien donner, ce n'est pas une définition, c'est une citation. C'est la fameuse citation de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. On pourrait dire aussi, bien sûr, on ne naît pas homme, on le devient. Tout est dit dans cette citation. Le côté, effectivement, naissance, hein, biologique, physiologique, et puis ce que la société fait de ces caractéristiques physiologiques dans une société donnée. Voilà, la fameuse citation. Si on est sur une définition un peu plus sérieuse qu'une citation, le genre, on peut aussi parler de rapports sociaux de sexe. Moi, j'aime bien parler aussi de rapports socio-culturels de sexe. C'est la manière donc dont une société conçoit les normes de la masculinité et de la féminité, ainsi que tout ce qui est mis en place pour que les individus y correspondent, l'apparence, les comportements, rôles et tâches, relations, etc. Une autre définition intéressante, c'est celle qui suit, qui vient de l'OMS. Le genre, qui est beaucoup plus récente. Le genre, ce sont les rôles, comportements, activités, fonctions et chances qu'une société, selon la représentation qu'elles sont faites, considère comme adéquats, on y reviendra, pour les hommes et les femmes, les garçons et les filles, et aussi, ça c'est important, les personnes qui n'ont pas une identité binaire. Donc ça, c'est la définition de l'OMS. Alors, les stéréotypes, c'est important aussi d'en parler. Et pour ce faire, je vais vous demander, si tu veux bien mettre la slide suivante, Marie, d'imaginer. Imaginez que vous devez faire un jeu, ces fameux jeux, où vous devez faire deviner à votre équipe un Américain ou un Allemand. Eh bien, quand je fais cette activité avec les jeunes en maison de jeunes, maison de quartier ou en formation, eh bien, effectivement, on retrouve des images comme celle-ci, c'est-à-dire qu'effectivement, on va retrouver pour l'Américain le chapeau de cow-boy, le hamburger, l'embonpoint, pour le dire comme ça. Et pour l'Allemand, on va retrouver voilà, ce que vous voyez là, la bière, le chapeau à plumes, etc. Et effectivement, les stéréotypes, c'est ça, ce sont des représentations mentales. Marie, s'il te plaît, tu veux bien, merci. Ce sont des représentations mentales. Donc, en fait, on n'y peut rien, on en a tous et toutes. Il suffit qu'on vous dise un mot, hop, il y a une représentation, une image mentale qui vous vient, qui est fondée sur des codes culturels communs. Donc, les stéréotypes ne sont pas les mêmes partout. Et les stéréotypes, quoi qu'on en dise, eh bien, on en a besoin parce que ça va nous aider à structurer notre pensée, à classer des informations et aussi à établir des stratégies de communication, de relations, etc. Le problème avec les stéréotypes, c'est qu'ils vont, si on y prend garde, mettre les personnes dans des cases et focaliser sur un critère qui peut être la nationalité, comme on vient de voir, mais aussi le métier, la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle, etc., etc. Et donc, ces stéréotypes vont attribuer des qualités, des défauts, des comportements à tout un groupe
les enseignants-enseignantes, les Belges, etc., etc., sans tenir compte des différences qu'il y a entre les individus qui composent ce groupe. Si on doit être sur une définition, donc le stéréotype, c'est une caractéristique projetée sur un groupe ou sur un individu en fonction d'un critère. Alors, je n'insisterai pas là-dessus, c'est dommage, je n'ai pas le temps, mais parfois c'est en fonction de plusieurs critères. On parlera d'intersectionnalité si on est sur les critères croisés, de manière à le définir, le catégoriser, niant ainsi la multiplicité des facettes qui composent son identité. Ça, c'est vraiment important. C'est de voir l'être humain dans la multiplicité de ses facettes. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas en formation, et de faire passer en formation. Les stéréotypes sexués sont une sorte particulière de stéréotype. Par exemple, dans la société circule « les femmes sont douces et sensibles », les hommes sont forts et courageux, vous voyez l'effet miroir. Les filles sont fortes en français, en littérature. Les garçons, au contraire, sont forts, il manque un S, en sciences et en mathématiques. La mère, c'est la tendresse. Le papa, le père, ce sera l'autorité. Je vais le dire à ton père, cette fameuse phrase, dans les rôles parentaux. Les stéréotypes sexués, donc, font aussi le bonheur de tout un merchandising dont on va parler plus tard, si on a le temps, dans vos interventions. Autour de ce côté clivé ici sur les rôles parentaux, par exemple. Donc, les stéréotypes sexués vont se fonder uniquement sur le sexe biologique, mâle-femelle, pour induire un rapport à une norme qui est sociétale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu du masculin, du féminin dans une société donnée à une époque donnée. Et ça, c'est vraiment important, le côté, si tu veux bien retourner un tout petit peu en arrière, merci. Dans une société donnée à une époque donnée, on est bien dans le cadre de quelque chose qui n'est pas figé. Et ça, c'est vraiment important aussi d'en prendre conscience. Les rapports hommes-femmes en Belgique en 2022 ne sont pas les mêmes que les rapports hommes-femmes en Chine en 2022, en Iran en 2022. Et les rapports en Belgique en 2022 ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient en cours en 1960 ou en 1940 en Belgique. Donc, on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre de la construction et du culturel. Merci Marie. Voilà 2 illustrations de représentation mentale du masculin, du féminin, la suivante aussi. Voilà, de ce qui est attendu, en tout cas, est véhiculé dans notre société. Les stéréotypes sexués vont ainsi imposer une vision complètement clivée et complètement binaire, féminin versus masculin. Et si on voit les slides suivantes, le marketing a très bien compris, le marketing genré a très bien compris qu'il y avait là un filon à exploiter. Et vous allez voir fleurir, si vous ouvrez, vous mettez vos lunettes jante et regardez un petit peu les rayons des magasins, vous allez voir fleurir toute une série d'objets, de livres, de jouets, d'objets du quotidien qui vont surfer sur cette vague clivée, genrée, garçons et filles. On peut passer aux exemples suivants. Merveilleux, la moto de Marco, et Chloé joue à faire le ménage et j'espère qu'elle s'amuse beaucoup. Donc le marketing a bien compris là qu'il y avait possibilité de vendre, de faire vendre, avec des choses aussi qui passent en termes d'assignation. Le merveilleux allume-gaz rose pour les bougies et l'allume-gaz bleu pour les barbecues. Voilà un exemple parmi d'autres du marketing genré. Et donc, les stéréotypes sexués, ils ont une dimension descriptive qui est là. Un vrai homme, une vraie femme dans notre société, c'est. Mais le plus interpellant, c'est qu'ils ont une dimension prescriptive, puissamment prescriptive, particulièrement chez les enfants, chez les jeunes, dans le cadre de leur construction identitaire. C'est-à-dire qu'ils font passer que pour être une vraie femme, pour être un vrai homme, avec tous les guillemets que vous voulez, tu dois te comporter comme cela, faire comme ça, t'habiller comme cela, etc. Les stéréotypes vont induire ce qu'on appelle donc des assignations. C'est des comportements, des attitudes aux hommes, aux femmes, aux garçons, aux filles. Des assignations auxquelles on va être chacun, chacune tenté, sans se rendre compte la plupart du temps, de se conformer pour répondre à ce qui est attendu de nous dans la société. Parce que c'est quand même plus facile de surfer dans le sens du courant que d'être à contre-courant. Et donc, si on donne la définition d'une assignation, c'est un stéréotype intégré, mais c'est aussi... Voilà, les prescriptions qui découlent de stéréotypes sexués et à laquelle les femmes et les hommes, ça c'est vraiment important, vont être consciemment ou inconsciemment tentés de se soumettre. Merci Marie.
Voici tout un tas d'assignations, effectivement, qu'on a pu faire soi pour les hommes, soit fort, soit belle. Encore une fois, vous voyez l'effet miroir. Ne pleure pas, n'exprime pas tes émotions. Un garçon, ça ne pleure pas. Au contraire, sois motive, sois dans le care, sois empathique. Travaille pour subvenir aux besoins de ta famille. Au contraire, occupe-toi de ton foyer et de tes enfants. Donc, nous sommes tous et toutes enfermés dans ces assignations de genre, dans des comportements attendus. Par contre, là où il y a une grande différence à prendre en considération, c'est que si les assignations enferment à 50-50 les hommes et les femmes, les garçons, les filles, les conséquences de ces assignations vont être vraiment différentes dans notre société. On n'a pas forcément le temps d'en parler des discriminations, mais nous sommes dans une société patriarcale et donc les attributs, compétences et qualités attribuées aux hommes et aux femmes sont hiérarchisés, bien entendu. Voici un exemple d'un papa et d'une maman. Le regard porté par la société sur le même geste ne va pas du tout être le même. Donc, lazy, ça veut dire paresseuse. Si les assignations de genre pèsent sur les femmes et sur les hommes, leurs effets vont avoir des conséquences. Nous sommes dans une société qui va hiérarchiser et valoriser différemment les compétences, attributs assignés masculins ou féminins. Par exemple, le travail rémunéré dans notre société est beaucoup plus valorisé, bien entendu, que tout ce qui est le travail dans la sphère domestique. Et il en va de même dans la société avec la force, le pouvoir, la compétitivité, l'agressivité, par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'empathie, l'écoute, l'altruisme ou l'affectivité. S'il y a une chose que la crise du Covid nous a bien montré, c'est que le care, c'est assigné aux femmes. L'école n'y échappe pas. Donc, à l'école aussi, bien entendu, les stéréotypes sexués circulent. Si tu veux bien passer à la suivante. Merci beaucoup. Voici un merveilleux exemple de l'éducation nationale française qui date d'il y a quelques années, mais je trouve que tout est dit là-dedans. Donc, c'est une campagne de recrutement de l'éducation nationale pour recruter des enseignants-enseignantes. Et donc, Laura a trouvé le poste de ses rêves dans une palette rose pastel et en lisant un livre, tandis que Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions avec un ordinateur et une palette bleue. C'est le même job, mais les attentes, comme vous le voyez, et les représentations sont assez différentes. Donc, l'école, comme je le disais, n'y échappe pas. L'école, c'est perméable. Hein. La société, bien entendu, c'est pas une bulle. Et donc, les stéréotypes sexuels, les assignations de genre circulent dans l'école, notamment via les manuels scolaires. Il y a une étude des CMEA qui a été faite il y a 10 ans. On peut passer à la suivante. Tu peux juste cliquer ici. Voilà, super, merci beaucoup. Ah, il y a une petite ligne rouge qui apparaît, je ne sais pas pourquoi. Donc, une étude des CMEA de 2012 qui était sur une étude exploratoire sur les stéréotypes sexués présents dans les manuels scolaires montrait effectivement la présence massive de stéréotypes sexués. Un petit scoop pour vous, nous sommes en train de faire l'étude 10 ans après. On est en plein dedans, là on est en train d'analyser les manuels scolaires de 2022. L'étude sortira en 2023. Il y aura des choses à en dire. C'est important les manuels scolaires parce qu'effectivement, ils transmettent des savoirs, des connaissances, mais une chose que les enseignants-enseignantes n'imaginent pas forcément, c'est effectivement la transmission des normes, d'une vision du monde, de comportements sociaux, etc. Cette définition de Christine Fontanini de 2007 est vraiment intéressante parce qu'elle dit aussi que les manuels scolaires, ils sont rarement remis en question à la fois par les élèves et par les parents, voire par les enseignants-enseignantes. Et du coup, effectivement, c'est la question de comment est-ce qu'on peut avoir un esprit critique par rapport à cet outil à partir du moment où on estime qu'il est infaillible et qu'il ne peut pas comporter d'erreur. Quelques chiffres juste pour vous montrer de l'étude de 2012. Voilà, les références à des personnages célèbres dans les manuels utilisés. Vous voyez qu'on était à 87% au masculin. Et un autre petit graphique, juste pour que vous ayez une idée, c'était l'utilisation des noms de métiers à cette époque-là. Je peux vous dire que voilà, l'étude qu'on est en train de faire maintenant, il y a des améliorations, mais il y a encore du travail. 81% des noms de métiers. Une étude française, pareil, qui faisait ressortir que 3% dans les manuels scolaires, seulement 3% des personnes qui exercent un métier scientifique étaient des femmes. Merci pour la suivante.
Un autre phénomène inconscient, c'est quand je fais des formations pour les enseignants-enseignantes, la première chose qu'ils et elles me disent en formation, c'est: «Oui, mais moi, je ne fais pas de différence, un élève, c'est un élève». En fait, c'est pas si simple que ça. Les biais inconscients, c'est vraiment, comment est-ce que chacun, chacune, nous avons intégré des stéréotypes, au fil de notre vie et comment nous les transmettons dans le regard que nous portons sur le groupe qu'on a en face de soi, sur les filles et les garçons. Les biais inconscients, ils vont il y a un petit souci dans le slide. Ce sont donc des biais cognitifs qui vont agir sur notre perception, mais aussi sur notre jugement. C'est-à-dire que sans nous en rendre compte, nous allons attribuer des qualités, des attentes différentes en fonction des filles et des garçons dans une classe. Et souvent, en formation, eh bien, à travers de multiples activités, les enseignants et enseignantes, effectivement, prennent conscience qu'ils agissent différemment en fonction du sexe de leurs élèves. Avoir des attentes différentes sur le soin d'une copie, avoir des attentes différentes sur les prises de parole, sur les comportements en classe, etc., etc. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Et donc, des questions que je leur pose, c'est par exemple, est-ce que vous avez déjà pensé que les filles étaient plus travailleuses, plus soigneuses que les garçons, qu'elles avaient une plus belle écriture? Et du coup, est-ce que vous avez déjà sanctionné différemment le manque de soins sur une copie? Et régulièrement, effectivement, une fille qui va rendre une copie avec des tâches, etc., aura moins 1 pour le soin. Un garçon, ben voilà, déjà s'il rend son copie, ben voilà, c'est déjà pas mal. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça qui ressortait quand même en formation. Aider davantage les garçons que les filles dans une matière ou inversement, etc., etc. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'enseignante, j'ai commencé ma carrière comme professeure de français, professeure de FLE. Si on m'avait posé ces questions-là au tout début de ma carrière, eh bien, je pense que j'aurais répondu oui à l'ensemble de ces questions parce qu'effectivement, moi-même, je transmettais, et certainement encore maintenant, malgré ma vigilance, des assignations et des stéréotypes sexués à mes élèves. Le sexe des sanctions, c'est aussi une conséquence assez importante des biais cognitifs, les biais de genre. C'est la manière dont on va punir les élèves, que ce soit dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire. Si on peut mettre la slide suivante. Merci. C'est une étude qui a été faite notamment par Civiral, mais pas que, sur effectivement non seulement le nombre de sanctions qui étaient données, la répartition quantitative filles-garçons, mais aussi les motifs des sanctions. Si on peut montrer juste ce qu'il y a en dessous, voilà. Le fait que non seulement les garçons sont punis au collège en France 4 fois plus que les filles, mais qu'en plus ils le sont pour des motifs sexués masculins, c'est-à-dire l'indiscipline, l'insolence, l'incivilité. Les filles sont plus punies entre guillemets pour du bavardage ou pour le fait de ne pas avoir fait un travail qui était demandé. Et donc en fait, c'est comment est-ce que les sanctions continuent en fait à renforcer les comportements masculins déviants, pour le dire comme ça, en classe, puisqu'effectivement, en classe, avec toutes les dynamiques de groupe, il est quand même plus facile d'être le caïd de la classe que d'être le bon élève garçon devant et le chouchou, pour le dire comme ça, du professeur ou de la professeure. Voilà donc les conclusions de cette étude de Sylvie Héral et de Yves Rebaud, que vous connaissez peut-être, sur la sanction. Toujours à l'école, les impacts sur les enfants et les jeunes des stéréotypes sont énormes. Ça peut toucher au libre arbitre, bien entendu, à l'autodétermination, à l'estime de soi, de même qu'à la capacité de se projeter dans l'avenir. Si on est sur effectivement comment est-ce que les garçons et les filles se voient dans un futur métier, dans des futures études, clairement les stéréotypes vont fermer tout un tas de portes de manière inconsciente aux filles et aux garçons. Par exemple, voilà, si on peut montrer la suivante. Une fille va plus difficilement pouvoir s'imaginer devenir mathématicienne ou mécanicienne. Un garçon, au contraire, va pouvoir plus difficilement se projeter en train de faire des études d'esthéticien. Et ça, c'est du vécu à partir de voilà, quelqu'un de ma famille qui voulait être esthéticien et qui ne trouvait que des études d'esthéticienne. Et encore aujourd'hui, les filières scolaires vont consciemment ou inconsciemment être cataloguées pour filles ou pour garçons, par le corps professoral, par l'équipe qui s'est chargée de l'orientation scolaire, par les parents, par les élèves, eux et elles-mêmes. On dit, voilà, ça c'est une école de filles, ça c'est des études de filles, ça c'est une école de garçons, ça c'est des études de garçons. Donc, il y a vraiment un travail à faire autour de l'imaginaire collectif et autour de l'enseignement qualifiant notamment.
Et le Forum aussi a encore du travail à faire puisque ça, c'est la fameuse campagne qui a beaucoup fait parler en 2017. Donc on parlait d'orientation, mais voilà, là, on est dans l'orientation, professionnelle autre que scolaire, mais voilà, on est quand même là-dedans, dans les formations. Donc oser réaliser vos rêves, devenir auxiliaire de ménage ou devenir monteur, sani chauffagiste. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes et le Forum s'était fait un peu taper sur les doigts. Les impacts sur les enfants, les jeunes toujours, au-delà de l'orientation, de l'autodétermination, de l'estime de soi, il y a bien entendu tout ce qui concerne les dynamiques de groupe, les boucs émissaires, les élèves qui ne sont pas dans la norme et qui du coup risquent d'être victimes de moqueries, d'insultes, de harcèlement, etc. Si on peut avancer sur les slides. Donc les troubles du comportement, etc. Ici, c'est un exemple que je trouvais vraiment très parlant d'un papa qui racontait sur un réseau social que le sac de son fils n'aura tenu que 6 semaines, c'est un sac Reine des Neiges. Les moqueries de ses camarades ont fini par le faire hésiter. Il est en petite section de maternelle. Donc pour vous dire que ça commence aussi très jeune. Pareil, ici des études, vous aurez les sources si vous le souhaitez, qui montrent l'impact des stéréotypes sexués sur les adolescents, adolescentes et sur les enfants. On peut passer au slide suivant, c'est des exemples. En Belgique comme en France, oui, tu peux y aller, Marie. En Belgique comme en France, il y a eu plusieurs recherches ces 3-4 dernières années qui montrent à quel point le harcèlement scolaire était aussi lié à la question du genre. Ce qui vous intéresse, je pense aussi, c'est les pistes et les outils pour agir. Et puis, je conclurai par ce chapitre-là qui est pour moi le plus fondamental, hein. Au-delà de faire des constats et de prendre conscience, c'est une fois que j'ai fait les constats, qu'est-ce que je peux faire en fait de là, de ma place. Et donc, une première chose que l'on peut faire, si tu veux bien Marie, voilà. Donc, lieu de socialisation majeur, on en est bien tous conscients, tous et toutes. Il y a des compétences formelles, mais il y a aussi, bien entendu, des normes et des valeurs qu'on transmet aux élèves. Et donc, la première chose, c'est abandonner ses illusions, en fait. Plusieurs recherches en éducation l'ont montré. Il y a 3 illusions majeures qu'il faut mettre de côté. On peut s'en attrister et faire son deuil, mais c'est comme ça. Croire que l'école construit actuellement l'égalité, c'est faux, hein. On n'est pas du tout dans un système égalitaire à l'école. Penser que la société va dans le bon sens et du coup, il suffit d'attendre que l'école va suivre le chemin et devenir elle-même égalitaire, c'est aussi un leurre. Et enfin, estimer que l'école peut finalement peu de choses, de dire « ouais, mais bon, il y a l'école, mais il y a aussi les médias, les familles, les parents », et donc sous-estimer le pouvoir de l'école. Pour moi, la formation initiale et continuée, et là je laisserai la parole à Nadine après, bien entendu, pour expliquer où on en est en Belgique pour le moment, c'est un levier essentiel, hein. Les personnes qui viennent en formation, et donc en formation continuée, c'est un levier pour elles-mêmes d'abord, en tant que professionnelles de l'éducation, d'abord pour comprendre effectivement que les inégalités de genre se produisent, reproduisent à l'école, donc et que du coup on y prend part. Et puis pour pouvoir aussi prendre conscience que soi-même, et ça c'est vraiment important, avant d'être sur la posture professionnelle, de voir comment nous-mêmes on a été construits et construites et qu'est-ce qu'on transmet sans le vouloir en fait. Donc ça c'est vraiment une étape fondamentale, c'est la prise de conscience. Pour une équipe éducative, c'est amorcer un changement institutionnel et être cohérent ensemble, s'inscrire collectivement dans une démarche, pouvoir s'appuyer sur un cadre, un projet pour permettre la triangulation. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le veux, c'est un projet d'école, c'est un projet collectif. Pour les élèves, pour les étudiants, clarifier les concepts, c'est important, de quoi on parle, construire du langage commun, comprendre les enjeux qui se passent dans une classe, dans leur construction identitaire, dans les modèles qui leur sont nécessaires pour se construire, et s'entraîner ensemble à la réflexion, c'est vraiment important. Ce qu'on appelle la pédagogie critique de la norme, c'est vraiment essentiel. Analyser le contenu des cours, les outils pédagogiques, c'est aussi quelque chose qui est apporté assez facilement. Regardez les manuels scolaires qu'on utilise, les outils pédagogiques, y compris numériques à notre époque, c'est important. Les exemples, les images, voilà. Y a-t-il un équilibre dans les modèles féminins et masculins au niveau des auteurs et autrices de lecture, des personnes scientifiques, historiques, etc. Et aussi, pourquoi est-ce qu'ils sont célèbres? Parce que c'est la mère de la femme de, ou bien vraiment parce que c'est des personnages féminins qui ont joué un rôle fondamental dans notre histoire. Varier les modèles identificatoires, c'est vraiment important. Ouvrir le champ des possibles, permettre aux garçons et aux filles de s'identifier là tout de suite maintenant, mais aussi de se projeter pour plus tard. Se questionner sur l'utilisation du manuel, c'est fondamental. Est-ce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu une Bible, on n'y touche pas parce que voilà, il est infaillible, ou au contraire, même si c'est un manuel scolaire dont on se rend compte qu'il
des choses, de se dire qu'on l'utilise en classe en invitant au libre arbitre, à la critique, etc. Il y a plein d'exemples, tu peux les passer, vas-y, oui, vas-y Marie, c'est toutes des choses voilà, des outils intéressants. Ça, c'est un outil très, très intéressant de Duno, enseigner l'égalité filles-garçons avec plein de choses sur les cours, etc. Alors, le plus important, c'est agir au quotidien dans la classe. Ça, c'est vraiment toujours. Oui, vas-y, tu peux, oui. S'auto-observer, ça c'est vraiment intéressant aussi parce que comme je le disais, on ne se voit pas forcément agir. Donc se voir agir à travers son propre regard, si on veut se filmer par exemple, ou s'observer entre collègues avec les questions de la triangulation. Parfois c'est difficile, on a toujours peur du jugement de l'autre, mais s'il y a un climat de confiance entre collègues, ça peut vraiment être très très intéressant. Être attentif à ses attitudes, son non-verbal bien entendu. Porter attention à la répartition des tâches entre les élèves, qui fait quoi, qui passe un coup de balai, qui nettoie, qui surveille la classe quand on doit aller chercher des photocopies, bref. À la création des groupes de travail aussi, comment est-ce qu'on laisse le choix ou au contraire à un moment on impose des groupes hétérogènes, comment on fait se rencontrer les élèves autour de projets pour agir et déconstruire les représentations. Merci Marie, tu peux passer à la suivante. Toujours agir au quotidien, mais voir chaque élève, chaque étudiante à travers les multiples facettes de son identité. Ne pas l'enfermer dans un rôle, pas les filles, pas les garçons. Voilà, on est dans quelque chose qui bouge. On ne fiche pas une qualité ou un défaut. Et on essaie de mettre en évidence les ressemblances plutôt que les différences. Réagir, ça aussi, c'est vraiment activer le contrôle autour des questions de sexisme et de discrimination. Réagir face à des propos stigmatisants, moqueurs, sexistes en classe. Réagir, ça ne veut pas dire moraliser, ça veut dire, encore une fois, discuter, en parler, susciter le débat. Soutenir aussi, c'est important, les élèves qui ne s'identifient pas à la norme. Comment est-ce que je reçois une jeune fille qui dit « moi, je veux faire des études de mécanique ou de construction, de maçonnerie ». Est-ce qu'on lui dit « oh là là, ça va être compliqué » ou est-ce qu'on la soutient comment est-ce qu'on peut l'orienter vers des personnes aussi relais. Et alors, je l'ai mis en dernier parce que je n'avais pas envie que ça prenne toute la place, parce que je sais que ça cristallise des choses. La question du langage, hein, le langage oral écrit qui inclut, qui visibilise chacun, chacune. Alors, quand je parle de langage, c'est souvent la pointe de l'iceberg. Conclusion, et voilà, je pense que je suis dans les temps. C'est un enjeu de société, voilà, vous l'avez compris. Il ne s'agit rien pour les enfants aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne vivent pas mais aussi pour les adultes de demain. Est-ce qu'on veut une société où ses compétences, ses qualités étendues au regard du filtre homme-femme, fille d'émancipation, et c'est le slide suivant si tu veux bien Marie. Une société qui permette les mêmes droits et les mêmes choix de vie aux uns, aux unes, aux autres. C'est l'idée à un moment de voir vraiment les gens en fonction de ce qu'ils sont et pas en fonction de ce qu'ils sont censés être. Voilà, c'est bien Marie, tu peux mettre les contacts. Je te remercie beaucoup et je vais m'arrêter là pour ce qui me concerne. Vous avez là les coordonnées si vous voulez avoir plus d'informations. J'espère avoir respecté les délais. Merci Marie-France. Mais oui, je pense que tu as respecté tout à fait les je crois, été vraiment intéressant. Et aussi les différentes portes d'entrée si on veut faire évoluer la relation pédagogique et la posture de l'enseignante ou de l'enseignant. Je vous propose directement de donner la parole à Nadine Plateau, dont je vois l'image apparaître, qui va donc démarrer avec un point de vue plus politique sur cette importante question. Nadine, tu as la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Voilà. Partager l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Je vais dois mettre en plein écran une petite minute. Voilà.
Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Nadine. Oui, tout va bien, parfait. Alors, d'abord, une petite précaution, c'est que je viens de connexion Internet pendant l'exposé de Marie-France, bien que j'ai pris des précautions, que je sois venue m'asseoir à côté du modem, mais ça pourrait arriver, et à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre que ça passe, ça n'est jamais très long. Mais je voulais en tout cas vous prévenir que ça pourrait arriver. Bien, alors, Marie-France, formation des enseignants au genre d'un point de vue pédagogique, aborder cette question de la formation au genre des futurs enseignants d'un point de vue politique. Alors, au sens classique du mot, quand on est en gouvernement, en matière d'enseignement, mais aussi au sens de la chose publique, c'est-à-dire qui concerne tous les citoyens et toutes les citoyennes qui peuvent être critiques par rapport à un système et qui peuvent agir pour le transformer. C'est évidemment de là que je parle, puisque je suis une enseignante retraitée et très active dans le mouvement des femmes et dans diverses associations depuis les années 70. Alors, comme vous voyez, j'ai mis une image, vous voyez immédiatement que c'est une manifestation d'enseignants qui a eu lieu récemment, d'ailleurs, c'est en 2022, et que j'ai choisi parce que les belles de couleurs et puis parce que c'est aussi une image de pluralité, de pluralité d'opinion, d'idéologie, d'engagement, etc. Mais elle me semblait être un exemple un exemple parmi d'autres de ce que j'appelle un agir collectif, c'est-à-dire en fait un ensemble de réflexions et d'actions collectives à partir du constat que nous faisons que quelque chose ne va pas et de la volonté de transformer les choses. Alors, je pense ici en particulier à tout le travail aussi bien des groupes et des associations, parents, élèves, syndicats, groupes féministes, antiracistes, écologistes, mais aussi des institutions comme l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes, UNIA, toutes les organisations en fait qui ont pris conscience des inégalités à l'école et qui se mobilisent collectivement pour les combattre. Et je vais essayer de vous montrer le chemin qui a été parcouru depuis les années 80 pour intégrer cette question des inégalités à l'école, des inégalités de genre dans le système éducatif. Alors aussi bien dans le chef des autorités éducatives que des groupes activistes. Et la première étape a consisté à visibiliser les inégalités de genre. En fait, il y a eu une grande réforme, vous avez peut-être entendu parler dans les années 70 du siècle passé, et qui a en fait prescrit la mixité. Et on a cru un petit peu naïvement à cette époque-là que puisque filles et garçons avaient le même accès à l'enseignement, ils allaient être tout à fait à égalité, ce qui ne s'est pas vérifié. Ça a d'ailleurs été tout le travail pionnier des associations féministes. Je vous ai cité ici le nom d'un groupe qui s'appelait Changeons les livres scolaires, parce que c'est un groupe qui a fait paraître un ouvrage une dizaine d'années plus tard, qui est le premier livre sur les livres scolaires, en 86, quelque chose comme ça, les femmes dans les livres scolaires, qui reste encore intéressant. Alors, 1985 est une année tout à fait importante, une année clé, parce que c'est celle de la résolution européenne qui comporte un programme d'action pour réaliser l'égalité des filles et des garçons dans l'enseignement et la formation. Et il ne faut pas négliger l'importance. Bon, ici, c'est une résolution, ce n'est pas une directive, donc c'est moins contraignant. Mais quand même, les textes européens ont eu pas mal d'impact dans la prise en compte des inégalités sexuées dans les politiques. Ça, c'est tout à fait certain. Alors, en Belgique, c'est d'ailleurs l'année du début des politiques publiques d'égalité avec la création d'un secrétariat d'État à l'environnement et à l'émancipation sociale. C'est comme ça qu'on disait les choses à l'époque. Et à partir de ce moment-là, le genre va être pris en compte dans les politiques d'égalité, y compris dans l'enseignement. Alors, de 85 aux années 2000, je dirais que malgré les efforts de l'associatif féministe, dont l'Université des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles, j'en ai fait partie, donc je connais bien le travail qui a été réalisé, publications, colloques, séminaires, formations, cette question du genre a progressé extrêmement lentement dans les politiques d'enseignement. Il suffit d'ailleurs d'examiner les DPC des différentes législatures. Bon, ce sont donc les déclarations de politique communautaire chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, une nouvelle législature. Vous regardez les DPC et vous vous rendez compte que
les questions genre et enseignement sont essentiellement traitées dans les chapitres égalité de CDPC et pas dans le chapitre enseignement, et ça jusqu'à tout à fait récemment. Il y a actuellement 2 grandes réformes en cours, vous en avez certainement entendu parler. Le pacte pour un enseignement d'excellence qui concerne l'enseignement obligatoire et qui a des objectifs très ambitieux, dont le fameux tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire, qui est censé réduire les inégalités socio-scolaires et la revalorisation du métier d'enseignant. La deuxième réforme, vous en avez peut-être moins entendu parler, c'est la réforme de la formation initiale des enseignants, c'est celle dont je vais vous parler dans un instant. Et il existe évidemment un lien entre ces 2 réformes. La réforme de la formation initiale des enseignants est un enjeu tout à fait capital pour la réussite du plan d'excellence, pour un enseignement d'excellence, parce qu'il faut évidemment former les enseignants avec les compétences nécessaires pour réaliser les objectifs de ce pacte. Les moments de réforme sont bien souvent des moments, ils représentent souvent une chance, une opportunité pour changer le système et pour remettre en question les priorités. Et c'est pour ça d'ailleurs que pas mal d'associations se sont engagées, des associations concernées par l'enseignement, se sont engagées à suivre les travaux et à faire des recommandations pour que leurs préoccupations soient rencontrées. Je vais y revenir dans un moment. Mais d'abord, un petit retour en arrière pour vous dire que la première fois qu'on parle de genre, que le mot genre est utilisé, c'est dans un décret qui date de 2005, un décret organisant la formation initiale des enseignants du préscolaire, du primaire et du premier cycle de secondaire, ce qui correspond à ce qu'on appelait avant instituteur, institutrice et régent et régente. Et ce décret prévoyait donc un cours, vous voyez là, de 30 heures intitulé Approche théorique et pratique de la diversité culturelle et de la dimension de genre. C'est la première fois qu'on voit le mot genre dans un texte officiel organisant l'enseignement et la formation. Et ce décret, en fait, a modifié un décret précédent de 2000 qui avait déjà introduit un cours approche théorique et pratique de la diversité culturelle. Donc, en 2005, on a simplement ajouté la dimension de genre. Je le signale parce que ça a un impact sur la manière dont ce décret a été appliqué par la suite. Alors, vous allez me dire pourquoi tout d'un coup on introduit cette dimension de genre. Eh bien, parce que le contexte est favorable. Suite à toutes ces politiques d'égalité, le gouvernement a adopté un programme d'action pour la promotion de l'égalité femmes-hommes, l'interculturalité et l'inclusion sociale, dans lequel il était prévu de mettre l'accent sur la formation initiale et continue des enseignants et des enseignantes à l'égalité et à la mixité. Et sur la nécessité aussi d'analyser les manuels scolaires. C'était vraiment les 2 points sur lesquels je dirais que les politiques publiques se sont vraiment engagées dans un premier temps. Alors, conséquence du décret, c'est qu'une base minimale de formation au genre est assurée pour les enseignantes et enseignants du maternel, comme on dit toujours, c'est le terme officiel, on devrait dire pré-primaire, primaire et début du secondaire. Donc, rien n'est prévu jusqu'à aujourd'hui de manière structurelle, organisée, pour la formation du corps enseignant qui est, lui, formé dans les universités et qui passe l'agrégation. Alors, la commission enseignement dont je fais partie a fait réaliser une étude en 2008, donc quelques années après ce décret, pour voir comment ce décret était appliqué, et on a interrogé les enseignants et enseignantes qui étaient titulaires de ce fameux cours approche théorique et pratique de la dimension culturelle, de la diversité culturelle et de la dimension de genre. Et voilà les résultats de cette étude. La moitié des enseignants n'étaient pas au courant du changement d'intitulé, donc ils ne savaient pas qu'on avait introduit la dimension de genre. Plus de la moitié n'aborde pas la question du genre et la majorité manque de connaissances scientifiques dans la matière. Voilà le bilan après 3 ans. En 2016, c'est-à-dire 8 ans plus tard, une étudiante de l'ULB a fait un mémoire. Voilà, c'est l'image qu'elle a mis en première de couverture de son mémoire. Un mémoire en reprenant les mêmes personnes qui avaient été interviewées quand elles étaient toujours en poste 8 ans auparavant, et donc titulaire de ce fameux cours. Et les résultats, vous les voyez ici, la majorité des professeurs accordent au genre une place égale à celle de la diversité culturelle, donc c'est un progrès. Il n'y a toujours pas de titre requis
puisqu'il n'y a pas de formation existante pour former les enseignants à ces matières-là. Et la majorité, par rapport à l'intitulé du cours qui est approche théorique et pratique, la majorité accorde plus d'importance à la pratique qu'à la théorie. En fait, il y a une ignorance énorme des travaux théoriques en matière d'études de genre. Bon, vous voyez, c'est un progrès évidemment par rapport à l'étude précédente, mais on pourrait dire qu'il n'y a toujours pas de garantie de qualité par manque d'expertise des formateurs et formatrices des futurs enseignants et enseignantes. Alors, une nouvelle réforme actuellement qui s'inscrit évidemment dans un contexte beaucoup plus global européen. Vous avez certainement entendu parler du processus de Bologne qui commence dans les années 90 et qui est en fait un processus d'harmonisation des études supérieures au niveau européen. Bon, ça vaut par exemple pour la question des crédits, on a introduit les ECTS, European Transfer Credit System, quelque chose comme ça. Et la durée des études aussi, on a voulu l'harmoniser. Et en ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles, voilà, petit détour, parce que pour vous montrer que c'est vraiment, on est dans un contexte de réforme. Il y a eu une réforme dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le décret paysage et qui vise, entre autres, je le signale ici, à accroître les collaborations entre les universités, entre les établissements d'enseignement supérieur, donc les universités et les hautes écoles. C'est important pour la réforme qui nous intéresse ici. Et le ministre Marcourt a commandé en 2012 aux facultés universitaires Saint-Louis une évaluation, vous avez le titre ici de cette étude, une évaluation qualitative, participative, et je n'arrive plus à lire parce que j'ai des images de moi, enfin, vous lisez en tout cas beaucoup mieux que moi. Ça a été réalisé en 2011-2012, et pourquoi le ministre Marcourt lance cette étude? C'était il était justement dans ce contexte européen censé uniformiser l'enseignement supérieur. Et en ce qui concerne la formation des enseignants, il fallait passer de 3 années de formation à 4 années de formation, en tout cas pour les enseignants du pré-primaire, primaire et début du secondaire. Donc voilà, cette fois-ci, c'est tout l'enseignement qui est concerné. Donc, il ne s'agit plus simplement de l'enseignement qui est dispensé dans les hautes écoles, mais c'est les hautes écoles et les universités. Donc, alors, dans cette étude, il y a une seule référence au genre, c'est dans la note que notre commission enseignement avait remise au ministre, puis c'était en une enquête participative, nous avions participé. Le gouvernement va remettre une note d'orientation très technique, dont il y a 0 mot genre dedans, en 2013, et la même année, un groupe de travail qui était composé de représentants de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire. On a appelé le groupe de travail des 4 opérateurs, a émis des recommandations et dans lequel le genre est apparu uniquement dans une annexe. Donc, on peut dire qu'entre 2013 et aujourd'hui, l'attention au genre n'a certainement pas été une priorité des autorités politiques et éducatives, mais ça ne signifie pas que cette question ait été évacuée des institutions, même de l'espace public. Bon, j'en prends pour preuve que l'avis qui a été remis par le Conseil de l'éducation et de la formation, qui est un avis, voilà, vous avez l'intitulé de l'avis ici, comment intégrer la dimension de genre dans le système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un avis excellent, très très bien documenté, qui fait vraiment le point sur le système éducatif dans notre communauté française et qui propose toute une série de recommandations tout à fait pertinentes. Parallèlement à ça, il y a eu le travail, comme je dis, le comité d'organismes publics. Je pense par exemple au comité Femmes et Sciences qui siège à l'ARES. Je pense à la direction de l'égalité des chances qui est en fait un service, au fond c'est le service qui s'occupe de l'application des politiques d'égalité au sein du ministère de la Communauté française. Dans l'associatif, il y a eu l'Université des femmes, SOFIA, la commission enseignement du Conseil des femmes, avec, je dirais, tout ce travail-là, avec pas mal de liens entre institutions et associations, le genre a été explicitement nommé dans le texte de la réforme. Alors, le décret donc, qui devait
organisé toute cette formation de tous les enseignants de la communauté française était prêt en février 2019. Bon, vous vous souvenez, 2019, le gouvernement est tombé, il y a eu le Covid, donc ce décret a été suspendu, a été modifié, a été finalement voté en 2021. Et il inclut le genre au même titre que les autres matières transversales. Alors, ce qu'on appelle les matières transversales, c'est par exemple l'éducation aux médias, l'éducation à la citoyenneté, à la diversité et à l'EVRAS, et au genre, évidemment. Donc, le genre est explicitement nommé dans ces matières transversales. Alors, il est nommé dans les définitions. Il y a des définitions extrêmement exhaustives de ce qu'est le genre, l'éducation au genre, la formation au genre, etc., etc. Dans les objectifs, quels sont les objectifs de cette formation initiale des futurs enseignantes et enseignants? Il y a de développer 4 compétences, et dans une de ces 4 compétences, on énumère toute une série de capacités, dont celle de prendre en compte l'éducation aux médias, l'EVRAS ainsi que le genre de manière transversale. Et troisième lieu où vous retrouvez une occurrence du mot genre, c'est dans les axes de formation. Ils sont au nombre de 7. Il y a un axe disciplinaire, un axe didactique, un axe pratique, pédagogique, en communication, en recherche, en maîtrise de la langue française. Et alors là, c'est le texte du décret, dans chacun des axes, une attention constante est portée au genre. Donc, le cours qui existait pour une partie des futurs enseignants et enseignantes, diversité et genre, est supprimé et il est remplacé par une exigence de prise en compte transversale de cette matière. Donc, l'idée d'imposer un contenu, comme c'était le cas dans le décret de 2005, un cours sur le genre, l'idée d'imposer un contenu va tout à fait à l'encontre de la liberté pédagogique des enseignants. Vous pensez bien que les universités, par exemple, étaient très peu enclines à accepter qu'on leur impose un contenu. C'est tout à fait opposé à la liberté pédagogique dont jouissent les établissements d'enseignement supérieur. Mais oui, c'est une tendance actuelle, qui est de plus en plus accentuée. Et Marc Demeuse, qui était une des chevilles ouvrières de cette réforme, disait qu'en fait, la tendance actuelle va dans le sens d'une plus grande libéralisation du système d'enseignement, et donc il est de moins en moins possible d'exercer des contraintes sur cet enseignement en matière de contenu. Alors, en soi, le choix d'une approche transversale est positif et c'est plutôt bien, mais elle est difficile à mettre concrètement en pratique parce que il s'agit d'avoir une expertise genre, en fait, dans tous les contenus disciplinaires, mais aussi dans les approches pédagogiques et en didactique, dans les stages, etc. Donc, ça demande une énorme mobilisation et nous craignons que au niveau des formateurs et formatrices d'enseignement, il n'y ait pas l'expertise nécessaire pour pouvoir donner ces compétences-là aux enseignants et aux enseignantes. Et comme nous n'avons pas d'assurance que ces personnes, formatrices et formateurs d'enseignants, ont une expertise, nous ne savons pas du tout comment cette question va être effectivement prise en compte transversalement par tous les enseignants. Voilà, alors pour conclure de manière pas trop négative, je vous ai mis cette image d'une couverture d'une revue de la revue de l'Université des femmes chroniques féministes qui date déjà des années 90, des années 90, à cause du titre, parce que le dossier qui était dans ce numéro était Études féministes, principes et méthodologies. Et je voulais attirer votre attention là sur l'importance pour la mise en œuvre de cette réforme de la formation initiale des enseignants, sur l'importance des études de genre. On dit des études de genre aujourd'hui,
des savoirs critiques et de tout le travail qu'on peut réaliser avec une perspective de genre. Je pense vraiment que nous avons besoin de personnes avec une expertise en genre pour vraiment diffuser cette dimension, infuser cette dimension dans tous les aspects de la formation, et pas quand tous les textes ont été écrits, ce qui est souvent le cas maintenant, mais vraiment au moment où ils s'écrivent dans les groupes de travail. Alors, la deuxième raison de mon choix de cette couverture, c'est que elle représente en fait une œuvre sculptée d'un de nos grands sculpteurs belges, Rick Wouters. Ça s'appelle La Danseuse. Et je trouvais que cette danseuse était un magnifique exemple de dynamisme et d'énergie, de l'énergie dont nous avons besoin pour affronter les difficultés à venir. Je pense qu'il faudrait tout à fait indispensable que nous poursuivions le travail de sensibilisation et de formation. Les jeux ne sont pas faits. Et comme on a reporté encore la mise en œuvre de la réforme jusqu'à l'année prochaine, on a tout le temps de s'organiser et de développer un travail de sensibilisation et de formation auprès des PO, auprès des enseignants, auprès des conseillers et conseillères, auprès des syndicats, auprès des fédérations, enfin vraiment, je dirais, auprès de toutes les structures qui sont impliquées de près ou de loin à un moment ou à un autre de la mise en œuvre pratique et concrète de cette réforme. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est que nous puissions, et quand je dis nous, je parle surtout des gens de l'associatif féministe, nous puissions faire converger les efforts parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la même direction, en tout cas qui ont les mêmes préoccupations par rapport à cette question du genre dans l'enseignement. Donc, faire converger les efforts des organes publics, je pense il existe au sein de l'ARES, donc c'est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, donc c'est ce qui organise l'enseignement supérieur. Au niveau de l'ARES, il y a une cellule actuellement de mise en œuvre de la réforme initiale des enseignants. Et cette cellule a déjà organisé des webinaires pour les matières transversales, dont le genre. Donc voilà, convergence d'instances publiques comme cette cellule, la comité femmes et sciences au sein de l'ARES, il y a une nouvelle commission genre au sein de l'ARES, effort de la direction de l'égalité des chances qui n'a jamais cessé de travailler dans ce sens-là, et de l'association féministe, je pense à la commission enseignement bien sûr, mais aussi à SOFIA, à l'Université des femmes et au grand mouvement féministe et tous nos alliés progressistes qui travaillent pour une société plus juste. Voilà. Et je vous remercie, et j'en profite pour remercier aussi la Ligue de m'avoir permis d'apporter ma petite contribution à cette intégration du genre dans la formation initiale des enseignants. Voilà, merci beaucoup. Je vais quitter Voilà. Voilà, merci beaucoup Nadine. Marie-France, peut-être tu peux également rallumer ta caméra. Voilà, merci. Merci pour ces deux exposés. Je crois qu'on voit bien l'ampleur du problème. Moi, j'ai quand même envie de vous demander, à l'issue de vos deux exposés, comment ça se fait, selon vous, que ça ne bouge pas davantage? Enfin, on voit à la fois tout ce qui peut être fait, on voit les différents niveaux d'intervention possibles. Je pense que Marie-France l'a bien évoqué tout à l'heure à la fin de son exposé. On voit aussi que sur un plan politique, différentes choses se sont faites, et en tout cas, le combat, disons, n'est pas nouveau, il est ancien. Alors, comment se fait-il en fait que ça n'avance pas davantage? Selon vous, quels sont les points de blocage sur lesquels il faudrait intervenir prioritairement? Nadine, tu veux? J'ai envie de dire qu'il faudrait demander ça à une historienne. Il faut avoir une vision de l'histoire. Les choses sont extrêmement lentes. Nous sommes toujours étonnés. Quand nous avons créé SOFIA, c'était en 89. Et le master genre est né en 2015 en Flandre et 17 en communauté française. Voilà, vous voyez l'échelle du temps. Donc voilà, on est dans une société patriarcale qui résiste. Je ne dis pas de manière machiavélique, mais ça résiste. Et souvent, me semble-t-il, je l'ai peut-être dit au début de mon exposé, la première chose à faire, c'est visibiliser le problème. Souvent, le problème n'est même pas considéré comme un problème.
Donc, souvent, la première chose que nous devons faire, c'est dire, attention, là, il y a un problème. Et tout ce travail-là doit se faire et est très long. Alors, nous avons des événements qui peuvent aider. Je pense que le mouvement MeToo, par exemple, a été un événement qui, tout d'un coup, a pu faire avancer la prise de conscience sociale, je dirais, globale. Parce que c'est ça qui manque, hein. Il faut une prise de conscience globale. Il faut que tout le monde... Ce sont des choses qui sont vraiment à long terme. Il s'agit que ces processus s'inscrivent dans la profondeur de la conscience et même de l'inconscient, quoi. Donc, pas de remède miracle, mais bon, voilà, je dirais, on agit là où on peut. Chaque enseignant dans sa classe peut faire des choses, mais quand on est un petit groupe syndicat dans une école, on peut faire quelque chose. Quand on est membre d'un groupe d'enseignants ailleurs, et puis voilà, il y a des mouvements collectifs. On peut même être je veux dire, on peut agir sur l'enseignement en faisant partie d'un groupe qui n'est pas nécessairement spécialisé dans ces questions-là, mais simplement prendre parti et soutenir. Voilà, je pense beaucoup qu'il faut essayer de faire converger tous ces mouvements qui ont un objectif commun de justice sociale. Marie-France? Oui, je vais rebondir sur ce que Nadine vient de dire. C'est vraiment génial parce qu'on est, on est hyper cohérentes en fait dans nos deux points de vue. Donc moi, je la rejoins tout à fait dans ce parcours de fond, de ce marathon qui est entamé avec aussi quelque chose qui n'est pas forcément linéaire. Hein. On le voit, les droits peuvent être remis en question assez rapidement. Il suffit qu'une couleur gouvernementale change dans un pays pour que des droits compensés, gravés dans le marbre, soient remis en question. Donc ça, c'est d'un point de vue plus politique. Moi, comme vous l'avez compris, je suis d'un point de vue plus pédagogique par rapport à ce que je vois, ce que j'entends en formation. Et pour moi, le principal frein que je peux identifier, c'est effectivement cette prise de conscience des violences du système. Les enseignants et enseignantes, je vais le dire comme ça, ont survécu au système scolaire tel qu'il est maintenant. J'entends d'ailleurs souvent cette phrase, je n'en suis pas mort, je n'en suis pas morte. Et donc, effectivement, si le seul niveau d'exigence de qualité d'un enseignement, c'est d'y survivre, voilà, c'est le niveau minimal. Moi, j'espère un peu plus quand même de l'école. Et donc, il y a effectivement cette prise de conscience de la violence du système par des personnes qui sont partie prenante de ce système-là et qui ont survécu, qui s'y retrouvent et qui s'y plaisent. Voilà. Et je ne généralise pas, bien entendu, il y a des enseignants-enseignantes qui sont très conscients et conscientes de ce dans quoi ils et elles se retrouvent. Mais moi, en formation, donc nous, on est opérateur de formation reconnu par l'IFC, le CP11, etc. Donc, on a des publics en face de nous qui sont parfois des publics captifs, hein, qui n'ont pas forcément choisi cette formation-là autour de l'égalité des genres. Et le premier travail, c'est ça, c'est de ce que je disais tout à l'heure, un élève est un élève, oui ou pas, quoi. Donc, de faire prendre conscience de ce dans quoi on baigne, sans culpabiliser non plus, parce que, voilà, comme je l'ai montré, la société marchande néolibérale se sert aussi de ces clivages de genre pour faire vendre et pour faire passer tout un tas d'idées nauséabondes. Donc, on baigne là-dedans. Mais effectivement, en tant que professionnel d'éducation, on a un rôle encore plus prépondérant auprès des jeunes et des enfants, donc prendre conscience de ça et après sans culpabiliser, sans vouloir non plus vouloir tout changer d'un coup parce qu'on n'est pas des Don Quichotte. Et comme le disait Nadine, je trouve vraiment toujours très pertinent que les personnes puissent un peu situer leur niveau d'action, de dire ben, toi dans ta classe, effectivement, la manière dont tu parles à tes élèves, la manière dont tu distribues la parole, la manière dont tu imposes ou pas des tâches, petit coup de balai, machin, on le disait tout à l'heure, ça t'appartient ici, maintenant, demain, quand tu retournes dans ta classe, là, tu peux agir là-dessus. Si tu veux réformer le fonctionnement de ton école, ben, il faudra faire collectif. Si tu veux réformer l'enseignement, il faudra encore faire un autre collectif. Ce n'est pas les mêmes espaces-temps, mais du pouvoir d'agir, des leviers, il y en a. À partir du moment, et ça, j'y reviens, la boucle est bouclée pour moi, à partir du moment où on a envie d'agir. Parce que, effectivement, je pense qu'il y a tout un tas de personnes dans l'enseignement et ailleurs pour qui le système ne pose pas de problème. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une des difficultés, c'est cette prise de conscience-là, cette envie d'agir, et puis après ce pouvoir d'agir, sans se leurrer, sans s'épuiser, en ciblant, en ayant des stratégies, mais il y a du pouvoir d'agir, il y en a, et il faut fédérer autour de soi.
Alors, à propos de l'envie d'agir ou du pouvoir d'agir, j'ai ici quelqu'un dans le chat qui parle d'un processus, hein, la nécessité pour tout le monde de travailler sur ces questions et en particulier sur le terrain. Donc, quelqu'un dans le chat qui dit « Je pense à la masculinité positive dans nos écoles. Comment changer nos manières d'être hommes afin de changer de paradigme ?» Peut-être un commentaire par rapport à ça? Oui, moi, je veux bien, puis je te laisse la parole, Nadine, après. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme question. C'est un constat qu'on fait dans beaucoup de réflexions groupements féministes autour de l'égalité des genres, c'est qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années sur l'empowerment des filles et des femmes, et à juste titre, hein, de comment est-ce qu'on fait accéder les filles et les femmes à d'autres types d'études, d'autres types de professions, etc. Par contre, je trouve qu'il y a du travail à faire sur l'éducation et les modèles qui sont donnés aux garçons et aux jeunes hommes. L'éducation à une masculinité effectivement positive, les modèles masculins positifs. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Ce qui est questionnant aussi, c'est effectivement la répartition genrée du corps professoral quand on est dans les petites sections et puis quand on monte dans les études universitaires, ben, la pyramide qui s'inverse du rapport homme-femme où effectivement il y a quelque chose à faire sur l'éducation des jeunes enfants et la place des hommes dans l'éducation des jeunes enfants dès la crèche, qui est périculteur de nos jours, qui non seulement arrive au bout de ses études-là en tant qu'homme, mais après ensuite se sent bien en tant que travailleur dans une institution, dans une structure. Donc il y a vraiment quelque chose aussi à faire autour de l'éducation des jeunes enfants. Je trouve que ça commence, voilà, ça commence très vite, hein, le sexisme ordinaire, les enfants s'en imprègnent très très tôt. Et donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment du travail à faire autour de ça, commencer le plus tôt possible, et effectivement un travail à faire dans les modèles qu'on propose du masculin en fait. Nadine, un commentaire à propos Oui, de... non, je rejoins tout à fait ce que Marie-France dit. Voilà, je n'ai rien de spécial à ajouter. D'accord. Une question qui est également posée dans le chat concerne plutôt ce qu'on pourrait appeler les politiques en matière de promotion des questions de genre. Est-ce qu'actuellement existe ce genre de politique en Belgique ou peut-être ailleurs par rapport à certains niveaux d'enseignement? Euh, et est-ce que certaines de ces politiques pourraient nous inspirer? Que faire pour éventuellement faire en sorte que ces politiques soient également utilisées chez nous en Belgique? Est-ce que vous avez en tête des exemples de politiques qui peuvent nous servir de modèle ou de source d'inspiration? Vous voulez parler de politique de promotion de genre, c'est ça? Oui, dans Dans d'autres l'enseignement. pays? Oui, Ah oui, parce que oui, nous avons des politiques en matière d'égalité oui, depuis 85, comme je disais. Ça a changé de nom. Maintenant, c'est essentiellement la direction de l'égalité des chances au niveau administratif qui gère ça, mais il y a des politiques, il y a des ministres, nous avons 3 ministres en Belgique qui ont une compétence égalité. oui. Hein. Donc ça existe. Alors, si on prend l'enseignement, j'ai un peu expliqué ce que c'était ces politiques de... Enfin, la question du genre dans l'enseignement, c'est un peu l'objet de mon intervention. Il y a des pays où le genre est mieux pris en compte. Je pense par exemple qu'un pays comme la Suisse, sur le plan de la formation initiale des enseignants, est beaucoup plus avancé que nous. Ils ont vraiment des programmes où la question du genre est intégrée dans les pratiques pédagogiques, dans les stages, et où tout ça est vraiment bien balisé avec des contenus, ce qui chez nous serait vraiment très, très difficile. Je ne pense pas que les universités suisses soient moins que les nôtres enclines à faire respecter leur liberté pédagogique. Je pense simplement qu'il y a eu des fortes injonctions de la part du politique pour que, et peut-être des incitants, je ne sais pas, pour que cette intégration du genre se fasse de manière beaucoup plus structurelle. Donc voilà, il y a des exemples, ça existe. Hein. En France, il y a eu des études de genre, des masters avant. La Belgique, Communauté française de Belgique, a été un des derniers pays d'Europe, il faut le savoir, à avoir un master genre. Vraiment, bien après les pays du Nord, évidemment, mais bien après l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc.
Nous avons un très, très gros regard à ce niveau-là. Marie-France, des exemples de politique en matière de genre? Moi, je laisse la partie politique et historique plutôt à Nadine. Mais je trouve qu'effectivement, par rapport aux aspects un peu effectivement de cadre, que ce soit le cadre décrétal, le cadre légaux, etc., la Belgique elle a un arsenal, si on est sur l'arsenal législatif, par exemple, pour lutter contre le sexisme dans l'espace public. Là, on vient de reconnaître le féminicide dans la loi. Donc voilà, je pense qu'on a un cadre légal qui est assez bétonné de lutte contre les discriminations. En tout cas, c'est ce qu'on me renvoie quand je vais en France faire des interventions, dire ah, la Belgique, quand même. Après, moi, ce que je dis toujours, le cadre et le champ politique, c'est fondamental parce que ça inscrit quelque chose dans l'ordre de l'intention collective d'un pays, etc. Après, ce que je dis toujours, ben, il y a la loi et puis il y a la vie, quoi. C'est de se dire à un moment, le fait qu'on ait effectivement le mariage pour tous et tous en Belgique depuis des années, comparativement à la France, par exemple, où il y a eu toutes ces manifestations contre le mariage pour tous et toutes, n'empêche pas qu'il y ait encore de l'homophobie en Belgique et de la discrimination. C'est de dire à un moment comment on peut à la fois s'appuyer sur le cadre légal et sur les mouvements politiques, les décisions politiques, les décrets, etc., mais tout en n'oubliant pas non plus de sensibiliser les personnes et les individus par rapport à... Pour moi, l'égalité, elle ne se décrète pas, elle se vit, elle se travaille, on est dans la prise de conscience au quotidien de nos actions, de nos actes, et comment est-ce qu'on est justement en congruence avec ce cadre légal, comment on le fait sien, comment on peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, s'appuyer sur ce cadre légal pour trianguler, pour sortir éventuellement de conflits interpersonnels, par exemple entre des parents et une professionnelle de l'éducation qui dirait, bah, écoutez, c'est pas moi, c'est le cadre légal, c'est le projet pédagogique, au moment aussi de prendre distance par rapport à des situations qui pourraient être parfois tendues. Voilà, et pouvoir effectivement de sortir de la conviction personnelle d'un individu à quelque chose qui est de l'ordre de la posture éducative, collective, politique, etc. L'éducation et politique, ça c'est quelque chose qu'on défend au CMA depuis toujours. Les choix des exemples qu'on prend, les choix des mots qu'on utilise, la manière dont on va animer une classe, un cours, etc. C'est politique, l'éducation, quoi qu'on en dise. La neutralité pédagogique, ça n'existe pas. Et donc ça, il faut déjà en prendre conscience aussi, et du coup de se dire, bah, tiens, quel choix on a envie, comme je le disais tout à l'heure à la fin de mon exposé, quel choix de société on a envie, et comment est-ce que l'école contribue à aller dans le bon sens de cette société égalitaire. Oui. Alors, dans le chat, une proposition concrète, je vous lis la question. Est-il possible de créer dans les écoles et les universités des clubs de promotion du genre dans le but de sensibiliser la communauté? Est-ce que ça vous paraît une bonne idée à retenir ou à développer? Il existe dans les universités des groupes, en tout cas de femmes, ça je sais, qui simplement ont besoin de se retrouver, souvent en non-mixité, comme vous savez, ça a été une étape extrêmement importante, en tout cas dans le mouvement féministe dans les années 70, c'était de pouvoir se retrouver entre personnes, entre guillemets, je vais dire, de statut victime du patriarcat, c'est-à-dire en fait assignées à un rôle, comme l'a décrit tout à l'heure Marie-France, et qui avaient besoin de se retrouver entre elles, hors de la parole des gens qui étaient en position de dominant dans la société, pour pouvoir déterminer quels sont leurs problèmes vraiment, les dire pour la première fois, que ce soit ces personnes-là qui les vivent, qui puissent les dire, et puis s'organiser pour avoir un petit peu plus de pouvoir et mieux se défendre et faire entendre les choses. Ça, ce sont des petits groupes qui sont, je pense, c'est une étape indispensable dans la prise de conscience. Et en principe, elle devrait permettre, cette étape-là doit permettre un certain empowerment, comme on dit, hein, une croissance du pouvoir qu'a un collectif de faire changer les choses. Ça veut dire que des collectifs comme ça ou des groupes comme ça peuvent, à ce moment-là, se retourner vers l'ensemble de la communauté et s'adresser à l'ensemble de la communauté. Et l'essentiel. Donc, c'est une très bonne idée. Même si
Et on pourrait même imaginer que des groupes de ce type-là puissent être des groupes mixtes, hein, pourquoi pas. Surtout dans l'étape où on va s'adresser à l'ensemble de la communauté d'enseignement. Je dirais même plus, il faut que ce soit des groupes mixtes. Si on est dans l'idée de... mais tu me connais, Nadine, hein, si on est dans l'idée de travailler et faire des alliances et des convergences, de voir qu'on est tous et toutes il y a des ensemble, étapes. Bien sûr. Moi, je trouve, faire collectif, c'est vraiment important. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée d'un renforcement positif collectif, d'avoir un espace sécure pour pouvoir déposer ses vécus, pour pouvoir croiser les regards, pour pouvoir s'auto-observer les uns les unes les autres, sans jugement, en confiance, se renvoyer des choses. Pour moi, c'est absolument nécessaire. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment une idée intéressante. Ça permet aussi, comme je le disais, de sortir la posture individuelle, de conviction personnelle, et qu'on se fasse chaque fois renvoyer, comme ça arrive souvent si on est seul à réagir face à des propos de la féministe de service, voilà, donc, ou le féministe de service. Où on est très vite catalogué, du coup, voilà, mais de dire comment est-ce qu'on peut faire alliance et être de dire, ben non, c'est pas moi, on est plusieurs en fait à porter ces valeurs-là. Un exemple que je donne régulièrement en formation, je suis souvent interpellée par des professeurs enseignantes sur l'utilisation des manuels scolaires, par exemple, de dire, mais comment est-ce que je pourrais faire bouger les choses dans mon établissement scolaire? Tu as déjà vu ce qu'ils mettent entre les mains? Enfin, ça va pas du tout. Et de dire, ben voilà, il y a plusieurs niveaux d'action. Si tu veux à un moment lutter contre ce manuel scolaire, cette maison d'édition-là, ben, il faut que tu saches que ce n'est pas toi tout seul, que tu vas devoir faire collectif, faire une démarche dans l'espace public, écrire une carte blanche, écrire à la maison d'édition, alerter, faire un lanceuse d'alerte par rapport à cette maison d'édition-là. Ça va prendre du temps, c'est dans l'espace public, mais sache qu'il faut faire collectif, mais c'est possible, mais ce n'est pas à ta portée là tout de suite. Si tu veux changer le manuel scolaire dans ton établissement, ça, c'est un autre type de collectif, peut-être plus à ta portée, peut-être aussi dans un espace-temps plus court, de dire, ben voilà, prof de français, par exemple, de dire, ben voilà, est-ce qu'on est d'accord que ce livre-là, il ne faut plus l'utiliser l'année prochaine, on va trouver la direction de l'établissement, on demande à changer de livre, etc. Mais parfois, effectivement, en tant que jeune enseignant qui arrivons dans une école, on n'a pas toujours les ressources, on n'ose pas toujours, on a peur de ruer dans les brancards et de se dire, mais voilà, je vais peut-être pas commencer tout de suite à rassembler autour de moi des profs autour de cette question-là, et c'est ce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, de dire, mais le pouvoir d'agir, toi, individu dans ta classe, il est là aussi, donc de dire, bon, ok, ce livre-là, tu n'as pas le choix, tu dois l'utiliser, mais la manière dont tu vas l'utiliser avec tes élèves, ça t'appartient, de dire, est-ce que tu veux à un moment susciter le débat, de dire, tiens, vous êtes d'accord avec cette image, etc., etc. Et ça, c'est toi tout seul qui le décide, toute seule dans ta classe, mais il faut juste être conscient et consciente que, bah oui, ça va changer les choses pour les élèves qui vont passer dans ta classe, mais ça ne va rien changer pour les élèves qui sont dans les classes d'à côté, ou bien pour les élèves qui arriveront après. Donc, c'est vraiment de se dire à un moment, des stratégies, il y en a, mais pas se leurrer sur leur pouvoir d'agir, sur leurs impacts. Et de se dire que si on veut changer le système, si on veut, ça prendra du temps, il faut faire collectif. Donc, faire collectif, c'est nécessaire, mais qu'en même temps, si on n'y arrive pas dans une structure, dans un établissement à faire collectif, il y a peut-être du pouvoir d'agir individuel aussi. Merci Marie-France. Voilà, je crois que nous arrivons petit à petit à la fin du temps imparti. Ce sera bientôt le moment de conclure et je donnerai la parole pour terminer à nos deux intervenantes. Une réflexion que je vous soumets sur laquelle vous pouvez peut-être rebondir dans vos conclusions, c'est quand même la question de l'expertise. Nous parlons aujourd'hui de formation des enseignants, des enseignantes. Je me demande qui est formatrice, qui est formateur des enseignants. Est-ce qu'on trouve dans les hautes écoles aujourd'hui les compétences requises pour pouvoir former les enseignants de demain dans la formation initiale? Est-ce que une des clés de la solution ne passe pas par le développement des études de genre, que ce soit au niveau universitaire ou dans les hautes écoles? Voilà, je vous donne la parole. Je ne sais pas qui souhaite commencer pour conclure. Je veux bien rebondir parce que vous avez parlé des études de genre. Alors, je suis tout à fait d'accord, ça c'est évident. Il me semble, c'est comme ça que j'avais terminé mon intervention, que la question du développement des études de genre est tout à fait un enjeu pour la réforme de la formation initiale des enseignants, parce qu'il faudrait que cette expertise de genre
que donne le master, elle puisse être appropriée par finalement toutes les personnes qui vont être formatrices et formateurs dans les universités, dans les hautes écoles. Il faut que dans chaque discipline, cette question de la dimension de genre, c'est-à-dire cet esprit critique, qui pose la question de qu'est-ce que ces faits scientifiques, comment ces faits scientifiques peuvent-ils être analysés aussi en termes de rapports inégaux entre les sexes et quels sont les résultats de cette prise en compte. Donc voilà, tout à fait important de développer ces études de genre et on pourrait imaginer un système où, par exemple, au niveau du baccalauréat, c'est-à-dire au début des études supérieures, dans toutes les facultés, je veux dire aussi en médecine, en psycho, même en informatique, il y aurait des choses à dire. On devrait imaginer que un cours ou un certain nombre de crédits puissent être attribués à cette formation-là. Parce que je pense vraiment que ce n'est pas une question secondaire, comme le pensent souvent les autorités académiques ou politiques, parmi d'autres, à l'éducation aux médias, le genre, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental et prioritaire et qui traverse mais vraiment tous les aspects de la formation. Et en plus, je dirais que ce regard, mettre ses lunettes de genre, comme disait Marie-France tout à l'heure, ce regard critique que l'on pose à partir des inégalités sexuées, il est un regard qui va vous aider à avoir le même regard critique vis-à-vis d'autres types d'inégalités. Donc, ça, en fait, c'est une manière aussi de s'exercer à l'intersectionnalité et à la transversalité. Donc, je pense que même sur le plan intellectuel, c'est une démarche qui va tout à fait dans le sens d'un enseignement de qualité, de développer ça. Donc ça, c'est une chose. Alors la deuxième chose que je voulais dire pour terminer, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le collectif. Marie-France l'a aussi dit plusieurs fois. Et je me souviens que Hannah Arendt disait que du collectif, c'était déjà à partir de 3 personnes. Donc quand on est 3, on peut déjà faire du collectif. Donc voilà. Et j'ai envie de dire aussi que toutes les initiatives sont importantes. On ne devrait pas faire de priorité entre un petit groupe informel, autonome, qui vit sans moyens, etc., et une grosse organisation structurée avec des permanents. Non, je veux dire, toutes les formes d'organisation collective sont importantes. Et même si ce n'est pas très visible ce que font les petits groupes parfois autonomes, je pense que c'est nécessaire qu'ils soient là, parce que peut-être parfois aussi ils peuvent se permettre une plus grande liberté de penser et aussi faire remonter vers des institutions plus organisées, des revendications, des analyses qui sont faites à la base de problèmes très concrets, très précis et qui doivent être relayés. Donc vraiment, je plaiderais pour c'est l'engagement dans quelque chose à partir de 3, c'est bon. Je pense que c'est efficace. Voilà. Même si on n'a pas l'impression, souvent dans les milieux féministes, on s'est dit, mais comme vous le disiez au début, ça fait 30 ans qu'on dit la même chose et c'est toujours pas là. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Ça fait 30 ans qu'on dit la même chose et on ne dit pas tout à fait la même chose, heureusement. Mais les choses bougent et même parfois de manière souterraine. Et je crois que tout le travail qui est fait, qui ne va peut-être pas avoir des effets immédiats, qui n'a pas des effets immédiats, c'est pas nécessairement perdu de s'être engagé dans quelque chose, parce qu'il y a des moments où, tout d'un coup, le contexte fait que vous pouvez arriver avec tout le travail qui a été fait. Je pense que MeToo, si ça a marché, c'est aussi parce qu'il y a eu 30 ans de travail sur ces questions-là et qu'on n'était pas dépourvu pour dire des choses au moment où il y a eu des scandales. Voilà. Oui, et on pourrait dire que la question de genre fait partie de la culture générale de l'égalité. Et donc, il manque quelque chose à développer de manière transversale. Marie-France? Oui, en quelques mots, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, de dire à un moment c'est vraiment un choix de société et ça renvoie aussi aux missions de l'école, de dire à un moment quelle est la mission de l'école, quelles sont les missions de l'école, est-ce qu'effectivement on n'est que dans la transmission des savoirs, mais est-ce qu'on est aussi dans la transmission des savoir-être, des valeurs de la société qu'on veut demain. C'est vraiment important aussi de se réinterroger sur les missions de l'école et des enseignantes, sachant
sachant qu'on vit dans une société où les rapports de domination sont présents, sont efficients. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une institution qui est l'école, qui neutralise au maximum les rapports de domination présents à l'extérieur, présents dans la société, pour montrer justement aux élèves, aux jeunes, aux enfants en pleine construction identitaire, en pleine recherche de modèles, qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a d'autres manières d'interagir, qu'il y a moyen effectivement de voir les personnes, comme je disais tout à l'heure, dans les multiples facettes de leur identité et pas de les cataloguer en genre ou de par leur religion ou leur origine. Je trouve que ça, c'est vraiment important, cette question de l'intersectionnalité. Et donc vraiment, c'est vraiment un choix, comme je le disais tout à l'heure aussi, un choix, on dit souvent, oui, mais l'école aussi, c'est important pour la société de demain et les adultes, la société qu'on veut plus tard, certes, évidemment, mais c'est aussi important maintenant, parce que maintenant, il y a des enfants et des jeunes en souffrance. Et donc ça, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable en disant que l'école est bienveillante par rapport à ces questions-là et qu'elle tend vers l'égalité, parce que je pense que c'est faux. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. Et je pense que c'est important effectivement de se repositionner par rapport aux missions de l'école. Quel est le rôle que l'on donne à l'école? Et certainement, l'école, ce n'est pas simplement la transmission des connaissances, c'est aussi toujours un enjeu par rapport à la société que nous voulons. Voilà, un tout grand merci pour vos contributions. C'était passionnant, je trouve, vraiment fort intéressant. Je vous rappelle donc que nous aurons une prochaine session de notre webinaire le 24 novembre prochain. Ce sera aussi sur un thème difficile, la question des violences sexistes entre les élèves. Je vous rappelle également que dans le chat, vous trouverez le lien pour vous inscrire à cette prochaine séance, mais vous pouvez le faire également via notre site. Et je vous rappelle également que vous pourrez trouver, si vous souhaitez diffuser cette vidéo, vous trouverez la vidéo sur le site de la Ligue, www.ligue-enseignement.be. Voilà, un tout grand merci à tout le monde de nous avoir suivis et à très bientôt.